Téléspectateurs, bonjour. Vous faites bien de rester fidèles à la chaîne spirituelle, la chaîne paranormale Carrefour TV. Bienvenue dans cette nouvelle émission, dans cette nouvelle brèche, dans cette autre édition de Carrefour des Mystères. Alors ce jour, nous allons procéder à une délivrance parce que nous avons sous la main une patiente, je veux dire le Mbomboké, voilà le Mbomboké que nous habitons, va recevoir sur ce plateau une jeune dame possédée, suivant de fond en comble comment ça s'est passé, comment le tout a commencé. Comment a-t-elle été envoûtée depuis l'enfance jusqu'à cet âge de 34 ans? Et suivons ensuite comment le Mbomboké va procéder après avoir fait le diagnostic à la délivrance. Restez scotchés. Mon frère et moi, on voyageait souvent la nuit. Et à chaque fois qu'on revenait, on était très malade. Et la grand-mère, à un moment, a décidé de nous emmener chez un praticien. À cette époque, vous aviez quel âge environ? 2 ou 3 ans. Qui est l'aîné? C'est toi ou c'est lui qui est l'aîné? Nous sommes presque comme des jumeaux parce qu'il est l'enfant de la grande soeur à ma maman. D'accord. C'est un peu comme un cousin à toi, ou bien c'est un cousin à toi. Mais comme vous avez grandi dans la même maison, vous êtes frères et sœurs. Alors, quand on vous amène donc chez le praticien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait sur vous? La première fois, il a dit qu'il ne pouvait pas travailler sur nous parce que nous avons su que la maman veut qu'on ne sorte plus et on s'est caché. Et il a demandé qu'on rentre avec nous et que la prochaine fois qu'on n'en parle pas. Bon, revenons un peu sur le voyage en lui-même. C'était à quel moment? C'était la nuit ou le jour? Je pense que c'était la nuit, puisqu'après le travail qu'on avait fait, je ne me rappelle plus de ce qui se passait. Reviens un peu sur avant le travail, c'est-à-dire que quand vous sortiez, c'était quand vous étiez couché dans la journée ou bien c'était quand vous étiez couché dans la nuit? À tout moment, quand on dormait et que parfois on est fâché, on partait. On se détachait de notre corps et on voyageait. Et quand on revient, on est toujours malade. Et vous aviez quoi à ce moment-là? Quelle sorte de maladie vous aviez? On chauffait juste, on avait le palu, on ne mangeait rien de la maison. C'est donc comme ça que votre grand-mère en avait marre. Mais est-ce qu'elle savait, elle, que vous voyagiez ou bien le secret était seulement gardé entre vous deux, toi et ton frère? Personne ne savait qu'on voyageait, mais les marabouts disaient à ma grand-mère que nous sortons tous les nuits, qu'il faut qu'elle nous bloque. Et vous, vous étiez conscient à ce moment-là que vous n'êtes pas des enfants comme les autres, que vous êtes des enfants qui sortiez la nuit des fêtes, ou alors vous étiez simplement comme des enfants qui savaient que c'est normal? Pour nous, c'était très normal puisque nous n'avons pas été initiés, nous sommes nés naturellement comme ça. Alors, est-ce que tu peux, à cet âge-là, il y avait 3 ans, 4 ans, mais est-ce que tu peux te souvenir au moins du monde dans lequel vous voyagiez, dans lequel vous vous trouviez, après que vous soyez sortis de vos corps? Ah non, je ne me rappelle plus vraiment. Donc, une fois le travail est fait, on a passé comme une espèce d'éponge. Oui, il avait carrément bloqué toutes les portes. Bon, mais maintenant, il y a réminiscence, c'est-à-dire qu'il y a la suite de la chose qui continue. À partir de quel âge, justement, maintenant, ça revient? Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, tu as une trentaine d'années. Mais à partir de quel âge le mouvement revient? Bon, au fur et à mesure, je grandissais, je rencontrais trop de difficultés. C'était comme si c'était ma propre vie qu'on avait enchaînée chez ce monsieur marabout. Donc à partir de là, rien ne marchait encore pour moi. Même quand j'étais grande, étant même grande, j'ai eu trop de difficultés à m'en sortir dans la vie. Donc à l'âge de 20 et poussières d'années, où je pouvais commencer mes activités dans la vie sociale, rien n'allait. Bon, et aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui te lient au monde des ombres, au monde mystico-spirituel aujourd'hui. C'est lesquels? Qu'est-ce que tu ressens? Les sensations que tu as, les choses que tu vis, ce sont lesquelles? Sur le plan humain, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de relation avec un homme, je n'ai même pas d'amis, pas de filles. Même au niveau de la famille, je n'ai pas vraiment une bonne collaboration avec les autres malgré mes efforts d'harmonie et tout et consort. Je ne peux pas mener une activité physique, je ne peux rien faire de bon. Tout va mal, tout va de travers.
Et aujourd'hui, il t'arrive de tomber en transe. Alors, cette transe-là est liée à quoi? Elle est liée au facteur quand tu venais de naître, c'est-à-dire que quand tu avais 3 ans. C'est pour ça que je parle du retour au premier facteur. Est-ce que ce premier facteur-là, tu le vis aujourd'hui de façon consciente? C'est-à-dire quand il t'arrive de faire une transe, est-ce que tu le sais vraiment? C'est comme si je le sais, mais je ne peux pas contrôler. Parce que quand je tombe, tout ce qu'on dit autour de moi, je comprends très bien, mais je ne peux pas répondre. Parfois, même quand j'ai envie de répondre, j'essaye d'ouvrir la bouche, je m'efforce, mais j'ai comme l'impression que je suis dans un trou noir. Je n'arrive pas à parler. Quand même je parle, on ne m'entend pas. C'est comme si je parlais au fond de moi, donc personne n'écoute ce que je dis. Et cette transe-là est précédée par quoi? C'est-à-dire que quel est le motif pour lequel tu tombes en transe? Ou alors, qu'est-ce qui se passe avant que tu ne tombes en transe? Il y a quelque chose qui fait le déclic ou quoi? Oui, j'ai des sensations dans le corps. Je sens comme une grande fatigue. Et au niveau de la respiration, j'ai du mal à respirer. J'ai comme un caillou sur la poitrine qui me bloque le souffle. Là, je commence à m'affaiblir. Je sens comme si mes pieds, mes mains sont en train de mourir. Donc, je ne contrôle plus mes membres. Et là, je m'affaiblis, je perds connaissance petit à petit. Parfois, ça s'arrête. Et quand tu reviens à toi, par exemple, si tu sors d'une transe, tu te rappelles de ce qui s'est passé pendant ce moment de transe? Tout est sombre. Je ne vois rien. Je ne ressens plus rien. Je suis là. Est-ce que tu vois des gens, tu vois des choses ou non? Je les ressens, mais je ne les vois pas en état humain. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe sur toi, pour toi, puisque tu dis que ta vie est bloquée? Déjà, avant même de répondre à cette question, est-ce que tu as un lien, tu fais le lien entre ce qui ne marche pas à ta vie et ce qui se passe, ce qui s'est passé, tes voyages, tes trans? Quelquefois, oui. Je pense bien que le véritable problème vient de là parce que il n'y a pas que cela. Il y a eu des trucs qui ont été dits à mon sujet par rapport à mon papa quand j'étais petite. Lesquels? J'étais petite, ce sont des trucs qu'on me raconte. Donc, mon papa était tellement enthousiasmé d'avoir une princesse, comme ça qu'il m'appelait. Et je sais pas, on dit qu'il faisait des incantations sur moi. Donc, tellement il m'aimait, il ne savait pas comment me protéger. Alors, il faisait des trucs sur ma tête. Quand même j'étais petite, je n'avais pas de cheveux. J'avais trop de blessures sur la tête. Et on disait que ce sont les trucs que mon père a pratiqués sur moi pour me protéger. Et c'est ça qui fait que mes cheveux ne poussent pas. J'ai toujours les blessures. Je me rappelle, j'ai eu les blessures jusqu'à l'âge de 8 ans. Et que disent les gens autour de toi? Ils pensent que c'est quoi? Ils pensent que c'est une forme de grâce, ou alors que ces trans multiples que tu as, que ces blocages que tu as, c'est normal parce qu'on aurait fait des incantations sur toi et que c'est un fait traditionnel, ou alors c'est un don que cela t'a été donné pour pouvoir faire un travail de voyante et de médium. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête. Parfois, je suis perdue. J'ai eu à rencontrer des pasteurs et prêtres et autres. Pendant les séances de délivrance, ils sortent souvent de moi des gens qui parlent et on a parlé dernièrement. En fait, celle qui parlait en moi, c'était une personne du côté de mon père, grand-mère. D'après ce qu'elle disait, c'est que elle est entrée sur moi quand j'étais petite et son objectif c'était pour me détruire. Avec tout ça, je suis perdue. Je ne sais pas quoi vraiment vous répondre. Et s'il y avait quelque chose que tu attendais véritablement qu'il soit fait sur toi, tu dirais quoi? Qu'on te délivre de ces choses, ou alors qu'on te les fasse profiter, ou alors que tu deviennes une vraie sorcière, ou alors que tu deviennes quoi? La libération, ou alors qu'on te rende peut-être ce don-là et que tu pourrais utiliser pour devenir un médium, ou c'est quoi? Je veux une vie normale. Je veux vivre une vie comme Dieu l'a programmée et pas comme les hommes l'ont programmée. J'ai des enfants, j'aimerais les garder et les donner une bonne éducation.
Je ne pense pas qu'avec cet esprit en moi, parce qu'il m'arrive souvent de ne pas me contrôler dans certains actes, je ne pense pas que cela me porterait profit. Si c'était le cas, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je pense qu'ils m'auraient permis de faire quelque chose de positif avec leur présence à moi. Donc, j'aimerais m'en débarrasser. Je ne sais même pas de quoi il est question. Alors, amis téléspectateurs, nous venons de suivre là l'interview avec le Lombok Benoît Bitton. Il s'agit d'une demoiselle, mais moi qui suis comme vous, je ne peux pas très bien comprendre. Voilà pourquoi je me fais accompagner du maître pour que tous ensemble nous comprenions. Maître, il s'agit d'une personne comment possédée, envoûtée ou alors? Bon, là, c'était une anamnèse. Cette méthode-là, c'est l'anamnèse MBB3. C'est une méthode qui tend à dévoiler les forces maléfiques. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est photosynthétique, les forces maléfiques ne l'aiment pas. Donc, c'est une manière de pouvoir coopter, captiver leur attention afin de pouvoir maintenant désorienter leur objectif sur la dame. Cette dame-là, qui est une dame de 34 ans, subit des sévices du type mystico-spirituel depuis qu'elle est toute petite, c'est-à-dire que depuis qu'elle est toute petite, elle est habitée par des forces et elle est influencée à distance. Maintenant, c'est ça qu'on a cherché à découvrir par l'anamnèse MBB3 qui nous a permis de conclure que c'est une forme d'attaque mystico-spirituelle dès l'enfance, c'est-à-dire en elle vivent une kyrielle d'esprits et de forces, des forces maléfiques qui sont à la fois humaines, à la fois des esprits de mort, à la fois aussi des esprits d'animaux vivants et à la fois aussi des forces maléfiques ambiantes, c'est-à-dire ça peut être des succubes parce qu'elle a des couches de nuit, ça va aussi être des incubes, donc elle a des tourmentes dans la nuit, elle a la paralysie de nuit. Donc tout ceci n'est pas forcément lié à une maladie physiologique, c'est lié à une affection mystico-spirituelle, c'est de ça qu'il était question. Alors, avec ma petite connaissance, on sait que l'enfance va de 0 à 7 ans. Pour une personne qui allait de 0 à 7 ans, de 0 jusqu'à 34 ans, étant possédée, est-ce qu'il est encore possible pour elle de sortir de là? Oui, c'est une possibilité mathématique, même si c'est très compliqué. Parce qu'il faut préciser que dès l'âge de 3 ans, elle a été victime. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce qu'elle disait que son père imposer les mains sur elle pour soi-disant la bénir, lui ouvrir les portes. Est-ce que c'est de là où tout part? J'en sais encore rien. Est-ce qu'il y a une autre forme de mécanisme qui est entré en jeu pour pouvoir vivre ce qu'elle vit là? Et jusqu'à quel âge? Parce qu'il faut savoir qu'à 5, 6, 7 ans, justement, on a fait la coupure de lien magnétique. Comme elle disait qu'ils sont allés rencontrer Marabout qui l'a fait. Bon, maintenant, de 7 ans à 14 ans, rien ne s'est passé. Puisque c'était le trou noir. Mais de 14 ans à 20 ans, comme elle dit que dans une vingtaine d'années, tout a commencé à basculer dans sa vie. C'est-à-dire que tout n'allait plus. Ses rencontres masculines, dont ses rencontres amoureuses ne donnaient plus. Les difficultés ont commencé. Elle a connu des blocages et tout ça zimut. C'est-à-dire qu'elle ne connaît aucun épanouissement, ni sur le plan sexuel, donc génital, ni sur le plan émotionnel, donc sentimental, ni sur le plan mental, donc spirituel. Elle ne ressent rien. Elle est comme vidée et vide. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé justement? C'est lié donc à son enfance mystico-spirituelle qu'elle a connue et elle a traversée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire maintenant la voyance. Justement, j'allais arriver, maître, parce que maintenant qu'il y a possibilité, comment vous allez vous prendre? D'accord, maintenant je fais la voyance. Et pour pratiquer la voyance, c'est ici que je vais le faire. Je vais le faire avec un miroir magique, perché sur un arbre zodiacal, un arbre sophirotique si on peut l'appeler, mais ce que j'appelle la plupart du temps la montagne de lumière. Et après maintenant, nous allons voir. Est-ce qu'il est possible de voir? D'accord. On vous suit avec la caméra. Là, c'est mon assistante qui va allumer. Voilà. Là, c'est mon assistante qui va allumer, c'est-à-dire qu'elle allume avec un certain ordre mystique, et parce qu'elle a une forme d'initiation sur la chose, sur la question, et c'est comment l'allumer. Une fois donc elle va l'allumer, vous voyez le miroir qui est là. C'est à travers ce miroir que je vais essayer de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi elle en souffre depuis l'âge de 7 ans? Est-ce que c'est lié aux bénédictions, aux impositions des mains de son père? Ou alors c'est lié à d'autres facteurs extérieurs à sa famille? Ou alors ce sont des pesanteurs sociologiques? Parce que tout est possible. Il faut savoir qu'elle est originaire de l'ouest du Cameroun.
Or, l'ouest du Cameroun est un terreau par excellence d'un culturalisme, on va dire, ambiant, c'est-à-dire que les gens sont ancrés à la tradition. Est-ce que c'est lié à cette pesanteur socio-culturelle? J'en sais encore rien. De toute façon, c'est la voyance qui va nous prédire. Donc, je veux dire que la première étape, c'était l'anamnèse. C'était un système MBB3 que j'ai mis pour détecter les forces maléfiques ambiantes extérieures. Toute affection mystico-spirituelle, je vais le découvrir avec ce système que j'ai utilisé via une image photosynthétique, donc la caméra, pour pouvoir détecter. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que je pratique la voyance, proprement dite. Et la troisième étape, ce serait donc l'étape de la délivrance. Alors là, la plupart du temps, je le fais à Kribi, je le fais ici à Ngorloutoua. Mais si je suis chez moi, devant l'arbre de vie. La caméra peut zoomer? Oui, bien sûr, bien entendu, c'est l'arbre de vie de ma tradition Bassa, c'est l'arbre de vie. Vous voyez, tout est fait pour que cela puisse ressembler à un livre de vie. Vous voyez, donc là c'est pic, intelligence, longévité. Et là, nous avons Mbo, c'est-à-dire la santé. Là, c'est ma terre, la médecine traditionnelle, ma bouille, donc c'est l'herboristerie. Ça veut dire que ça répond à l'élément terre. Je vais donc ici, à travers cette ouverture de cette page-là, cette page culturelle traditionnelle, c'est l'élément terre que je vais utiliser pour pouvoir la soigner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. Bon, vous l'appellerez comme vous voulez. Les juifs, par exemple, appelleront le leur arbre séphirotique. Alors nous également, dans la tradition culturelle africaine, il y a eu des présages, il y a eu des vestiges. Et ça, c'est un vestige très, 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 très ancien. Ça veut dire que c'est de ma lignée. Mon arrière-grand-père l'a utilisé pour pouvoir faire des délivrances. Mon père l'a utilisé, mon grand-père l'a utilisé. Et maintenant, c'est moi qui l'utilise. Bon, mais vous allez peut-être me dire que pourquoi je dévoile un secret aussi sacré, justement, aussi familial. Non, il faut savoir que le secret mystique n'est pas mononucléaire. C'est-à-dire que ça n'appartient pas seulement à un cercle bien défini, qui est familial et bien limité. Non. Et à travers, donc, justement, la connaissance que j'ai du monde et de la cosmique universelle que je connais, je sais que je ne dois pas limiter la connaissance. Parce que pas mal d'Africains peuvent s'en sortir en connaissant qu'il y a des vestiges comme ceci. Des moyens où on peut utiliser et puis libérer certaines personnes, ou alors arriver à expliciter certaines choses, ou alors arriver à influencer un destin, ou alors à influencer une situation géographique, même si elle est prête, même si elle est proche, même si elle est lointaine. Donc c'est l'arbre de vie du Mbok Bassa et Cameroun. C'est-à-dire qu'un vrai Mbok, normalement là, le véritable Mbok doit avoir un arbre de vie. Maintenant, un arbre de vie, c'est quoi? C'est pas un arbre de vie qu'on va acheter, c'est un arbre de vie qu'on transmet de père en fils. Mais comme moi, dans ma lignée, tout s'est arrêté avec moi. C'est-à-dire que la lignée de Mbok Mabouille s'est arrêtée avec moi. Moi, maintenant, je vais donc transmettre au monde toute la connaissance. Parce que je suis de la 18e dynastie. Or, cette 18e dynastie, normalement, le chiffre 18, c'est le chiffre 9. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de la cosmogonie, du cosmos et de tout ce qui est pouvoir cosmique. Or, quand on atteint donc ce degré du chiffre 18, donc le chiffre 9, on atteint l'intelligence cosmique de pouvoir transmettre. Je suis un lama, si on pouvait le dire. Et dans la tradition africaine, je ne peux être qu'un transmetteur. C'est-à-dire que celui qui va transmettre au monde entier et à toute la lignée, tous les vestiges du passé que j'ai appris ici et là, pour pouvoir donner une dimension de la transmission à une grande échelle sur l'espace spirituel africain. Alors, est-ce qu'il faut seulement être de la lignée Bassa pour pouvoir utiliser l'arbre de vie, ou alors n'importe quelle autre personne qui est initiée peut l'utiliser? Oui, tout le monde peut l'utiliser, mais déjà, il faut l'avoir. Et il faut avoir cette configuration. D'ailleurs, j'invite donc la caméra à pouvoir bien filmer, à balayer, pour voir un peu la sculpture. Ce n'est pas une sculpture de fait de main d'homme, c'est une sculpture naturelle. Or, imaginez quand je dis par exemple que la culture africaine est très ancestrale et très séculaire. Et c'est parce que je le dis de façon savante. Il faut savoir que cet arbre ici a plus de 300 ans d'existence, plus de 300 ans. Bon, alors maintenant, si tout le monde peut l'utiliser justement, ça ne veut pas dire qu'il faut aller en fabriquer un. Il faut que l'arbre soit chargé d'histoire afin qu'il puisse agir. Celui-ci est chargé d'histoire, c'est pour ça qu'il gît. Alors vous savez que j'ai donné les secrets du Ngorloutoua. Enfin, quand je dis les secrets du Ngorloutoua, ou alors j'ai donné des secrets incitatifs pour que les gens s'intéressent à la culture de leur pays, de leur ente sociétale. Par exemple, l'exemple pris sur le Ngorloutoua, qui est la culture des Bassa, dans l'aire géographique Sénégal-Maritime, qui appartient à 4 peuples Bassa, Mpo, Bati et Malimba. Alors ça, j'ai donné le secret de comment les gens peuvent y aller. Alors ceci également, j'ouvre un pendant pour pouvoir démontrer et montrer combien le pouvoir et la puissance de la culture africaine est très forte. Moi, c'est ça mon rôle en fait, de montrer que ceci n'est pas une alternative
ou alors une idée concurrentielle aux autres églises. Non, les églises font leur show. Je sais que c'est le cas, comme moi, que c'est n'importe quoi. C'est un monde de cœur sans cœur, un monde d'esprit sans esprit. Mais c'est de pouvoir montrer aux Africains que maintenant, votre culture a existé. Seulement, il y a une distorsion historique dans le temps et l'espace qui a fait qu'à un moment donné, comme on dit chez les Bassa, c'est-à-dire qu'il y a eu échec, il y a eu distorsion, il y a eu chute de la tradition, mais la tradition, c'est-à-dire que ça se reprend toujours avec une mouvance exogène qui permet que l'on puisse se trouver comme n'appartenant pas et bien comme étant exclu à la tradition extérieure, mais pour pouvoir mettre maintenant en bande sa propre tradition, sa propre culture. Et c'est ce qui se passe. Donc je montre aux Africains comment ça s'est passé il y a 300 ans, l'RBC a 300 ans, et comment ça a pu traverser le temps, et comment ça a pu survivre aux influences extérieures, c'est-à-dire au christianisme, à l'islam, au bouddhisme, comment ça a pu survivre. Alors là, je rends hommage à mon père, parce que c'est mon père qui a tout fait pour que cet RBC puisse survivre. Sinon, il serait mort. Comment mon père fait pour le faire quitter de là où il était, pour le faire venir ici, là où moi je suis? Alors là, c'est un parcours de vie combattant. Comment cet RBC a résisté même à l'agression extérieure en temps de guerre d'indépendance? Comment cet RBC résistait dans le temps et l'espace? Vous regardez, il est toujours frais, il est toujours beau, malgré le poids des âges qui pèsent sur lui. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cet arbre de vie, je l'ai rénové, je l'ai réinventé. Et tout ceci sont les traces historiques que je laisse pour que ceux qui pourront utiliser cet arbre-ci pendant que je ne serai plus là, et là j'invite donc le directeur du musée national camerounais pour qu'il puisse s'en charger quand je ne serai plus là et pour qu'il le mette à la disposition, non pas des Bassa, parce que je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas un bombok des Bassa ni pour les Bassa, je suis un bombok universel pour le monde. Et c'est pour ça que j'habite la terre. Je n'habite pas le Cameroun. J'habite quelque part, un endroit dans le monde qu'on appelle la terre. Ça veut dire que je suis un globe-trotteur. Je suis quelqu'un qui est partout. Donc, je ne peux pas dire que ceci va appartenir à ma famille. Ce serait un euphémisme que j'accorderai à cet arbre. Mais je dis qu'il appartient au patrimoine international et mondial. Pour que vive et survive l'histoire d'un peuple, l'histoire du peuple noir, négro-africain. Pour qu'on comprenne qu'il y a des vestiges. Et de toute façon, tout à l'heure, vous allez voir comment il va utiliser, comment il va dégager et comment il va réaliser des prouesses sur la personne qui est indiquée. Justement, j'allais dire, maître, comme il s'agit d'une délivrance, pour ne pas égarer, ce n'était pas un cours de magistrature, voilà, pour la spiritualité. Actuellement, nous allons juste vous suivre en images. Question d'assister à la délivrance, vous nous permettez, maître? D'accord. Alors, je vais donc demander à mon assistante de faire venir la patiente afin de pouvoir procéder maintenant au travail de délivrance. Mais d'abord de voyance, voyance proprement dite, je vais faire ce qu'on appelle la catoptromancie. La catoptromancie, c'est quoi? Ça veut dire que la voyance c'est avec le miroir magique. Oui. Alors c'est un miroir naturel. C'est pas un miroir que j'ai commandé, c'est un miroir que j'ai confectionné. Je ne dis pas commandé, fabriqué. Confectionné, ça veut dire que je l'ai rendu miraculeuse. C'est-à-dire que je l'ai rendue visible, hein, vous pouvez voir. Mais il faut savoir que quand il faut faire pratiquer la voyance, ce n'est pas avec les deux yeux de la tête qu'on le voit, mais c'est avec le troisième œil. Et je crois, il me croit être possible que j'ai montré comment on fabriquait le troisième œil. Donc comment on le développait. Parce que tout le monde a un troisième œil, c'est ici. Je vais demander à la caméra de me montrer. Le troisième œil est ici. C'est là qu'on appelle la glande pinéale. Voilà la glande pinéale ici. Alors donc, cette glande pinéale, elle est morte. Elle est léthargique, c'est-à-dire qu'elle sommeille. Donc chacun d'entre nous là. Maintenant, pour pouvoir développer donc, le troisième œil, il faut simplement le réveiller. Maintenant, pour le réveiller, justement, il faut suivre une forme de formation initiatique. Spirituellement parlant, donc il faut travailler son corps. Pour ne pas dire qu'il faut déculper des énergies inconnues, même par la science, qui vont donc de fil en aiguille arriver à ouvrir les canaux fermés dans le corps humain et de pouvoir également aussi arriver jusqu'à la glande pinéale pour pouvoir donner donc l'émergence d'une force spirituelle que nous avons en nous, qu'en le développant, nous pouvons donc lire dans un espace comme celui-ci, qui est circoncis dans le temps et l'espace, mais qui regorge donc le reflet de l'âme, que seule la glande pinéale dont le troisième œil peut lire. Donc à travers donc mon âme, liée par mon intelligence sur le miroir magique, je découvre exactement ce qui s'est passé pour la jeune dame. C'est ça qu'on appelle la catoptromancie.
Alors, comme je ne voudrais pas donner des choses sans pouvoir les expliquer, cela semblerait à un euphémisme simplement rhétorique. Et la rhétorique, je ne suis pas maître dans l'art. Je dis donc des choses comme elles sont de manière scientifique, de sorte que chaque individu puisse comprendre de quoi il est question. La parapsychologie, ce n'est pas un dogme. La parapsychologie, c'est une science. Mais c'est la science de la psychologie humaine. Donc c'est ma psyché, donc mon âme qui va lire, mais avec le troisième œil, qui est le seul qui est capable de pouvoir lire mon âme dans l'interprétation sur forme d'un support comme celui-ci. La cartomancie, voilà son explication. Donc, mon assistante va faire entrer la patiente et puis je vais procéder à la voyance, à la lecture de tout ce qui s'est passé. D'accord. En attendant, amis téléspectateurs, vous restez tout simplement scotchés et gardez-vous à l'esprit parce que ce qui va suivre, ce n'est pas les hommes qui peuvent le voir avec des deux yeux comme moi. Alors la première phase est terminée, maître. Certainement, vous avez fait une lecture déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, ça c'est, comme je dis, c'est la voyance pure, la voyance proprement dite. Parce qu'il faut que je l'explique d'abord. Qu'est-ce que c'est que la voyance, en fait? Nous avons trois formats de quand on veut savoir une chose. Nous avons le premier format qu'on appelle, c'est pas l'interprétation, mais la divination. La divination, c'est quoi? C'est on devine des choses à travers un certain nombre de choses, à travers un certain nombre d'éléments, à travers un certain nombre d'images. C'est ça qu'on appelle la divination. Par exemple, on peut dire que lire dans une boule de cristal, c'est une forme de divination. Parce que dans une boule de cristal, traverse certaines images, certains symboles qu'on interprète. Et toujours là, c'est l'œil de l'intérieur qui doit interpréter. Bon, nous avons la deuxième phase, par exemple, la lecture avec un support qui ne présente pas de symboles, mais qui, au choix justement de la figure, on peut avoir une lecture d'une situation. Là, c'est par exemple la cartomancie, c'est-à-dire que la lecture avec les cartes. Le tarot de Marseille, par exemple, ça aide en sorte que nous puissions lire une situation, mais avec des symboles qui sont inscrits en fonction du choix des cartes et du rabattement qu'on fait des cartes. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la lecture de la main, la chiromancie, c'est-à-dire la chiromancie, elle interprète, elle fait interpréter les images qui sont enfouies dans la genèse de la vie d'un être humain. C'est-à-dire que nous tous, nous avons une genèse et une institution. C'est à travers donc une institution qui est dévoilée sur la main qu'on appelle la chiromancie. C'est une forme de voyance aussi. Maintenant, cette voyance qu'on appelle la cartomancie, c'est une voyance proprement dite, c'est une voyance pure. Parce qu'on regarde dans l'individu et on découvre exactement ce qui s'est passé. L'exactitude, c'est comme une radio à l'hôpital. C'est comme par exemple le scanner à l'hôpital. C'est comme par exemple l'IRM à l'hôpital. Ça veut donc dire qu'avec la cartomancie, on a une lecture propre. C'est tout comme vous pouvez voir un médecin, par exemple, peut lire avec une stéthoscopie, mais qui ne voit pas réellement les bonnes vibrations qu'il faut pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut. Procède, par exemple, à l'examen de la radio pour pouvoir aller en profondeur, ou alors à l'IRM, ou alors au scanner, pour aller encore plus en profondeur. C'est exactement ça, la voyance. Donc, plusieurs formats de voyance existent, mais le format le plus ambiant, le plus puissant, le plus clair, le plus diagnostical, c'est la cartomancie. Donc, la cartomancie de cette gemme révèle justement ce que moi-même j'ai redouté. C'est-à-dire qu'elle est enclin aux forces maléfiques qui habitent en elle. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas forcément un don inné qui lui permettait de pouvoir lire les choses comme un médium le lirait, ou alors pratiquer une certaine forme de médecine traditionnelle ou alors une médecine holistique, comme le ferait un génie qui a des dons subliminaux qui lui permettent par exemple de guérir et de soigner les gens. Non, elle est habitée par des forces maléfiques. Et ce sont ces forces maléfiques-là qui strangulent sa vie, qui alors détruisent tous ses espoirs et qui arrivent à lui mettre dans une situation de blocage tous azimuts. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait ne marche pas.
Sur le plan spirituel, ça ne marche pas. Sur le plan émotionnel, ça ne marche pas. Sur le plan sentimental, ça ne marche pas. Sur le plan professionnel, ça ne marche pas. La seule chose qui marche sur elle, c'est la santé. Mais cette santé est chantelante à partir du moment où il y a eu des affections mystico-spirituelles dans le corps de l'individu. Voilà un peu la lecture de la situation. Maintenant, nous allons procéder donc à la voyance. Et ça, c'est la troisième étape et l'étape finale. Le spirituel, c'est celui qui enseigne par l'expérience de sa vie. Moi, j'enseigne les êtres humains par l'expérience de ma vie. C'est pour ça que comme je n'ai rien à cacher, comme je n'ai rien à embourber, comme je n'ai rien pour pouvoir utiliser et arriver à exploiter, non, moi je divulgue l'information. Je suis là pour enseigner à travers les expériences que je vis moi-même et à travers les choses que je fais moi-même. Parce que le vrai enseignant, ce n'est pas celui qui donne un enseignement livresque, mais c'est celui qui sait enseigner les hommes par l'expérience de sa vie. C'est ce que je fais. Alors je reviens sur l'arbre de vie, parce qu'il faut qu'on comprenne très très bien. Cet arbre de vie ici, normalement, dessine les 7 plans de manifestation qu'on retrouve ici, sur la montagne de lumière. C'est-à-dire que les 7 plans de manifestation, où alors l'individu a toutes les réponses qui sont liées à sa vie. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que seuls les ignorants n'avancent pas. Seuls les tocards, et quand on parle de tocards, c'est spirituellement parlant, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien compris de leur intelligence, qui ne savent même pas qu'ils en ont une, seuls ceux-là ne réussissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas la multiplication des forces énergétiques, leur émergence, leur agencement, afin de pouvoir produire des choses qui vont les faire réussir dans leur vie. Au Congo et au Bénin, on appelle ça le Fa, c'est-à-dire que le destin qui est lié à un individu peut être utilisé pour pouvoir ouvrir les portes de sa vie afin de réussir. C'est exactement la même chose qui s'est passée ici. Et vous allez voir que nous avons les 5 pages justement de ceci. 1, 2, 3, 4, 5 qui sont liés aux 5 éléments. Les 5 éléments de la nature, l'air, le feu, la terre, l'eau et l'éther. Voilà les 5 éléments. Et donc quand on parle du pentagramme, c'est ça. Le pentagramme sacré, c'est ça. Et vous verrez également des similitudes avec les religions. Vous voyez que l'islam parle des 5 piliers de l'islam. Vous voyez que le catholicisme parle des 5 sacrements de l'église. Et moi, en tant que traditionnaliste, je parlerai donc justement du pentagramme sacré. Ce pentagramme sacré, donc, c'est lui qui est représenté, c'est donc les 5 éléments. Maintenant, vous allez voir ceci. Ça, c'est une machine que j'ai créée, que j'ai formée, ou alors que j'ai fabriquée, pour pouvoir utiliser. Vous allez voir que ça a une forme de cœur d'amour. Alors ceci donc c'est faire ce qu'on pourrait appeler le retour d'affection. C'est-à-dire que si par exemple une dame prend par exemple le mari de quelqu'un d'autre, alors nous sommes obligés et capables de faire en sorte que cette femme-là revienne. Et c'est pour ça qu'on utilise ça. Et vous voyez que je le dépose toujours ici sur l'arbre de vie. Parce qu'ici, vous allez voir tout à l'heure quand je vais commencer l'invocation à mes ancêtres, vous voyez donc que quand je les invoque, c'est eux qui agissent, c'est pas moi qui agis. Donc quand je mets donc ceci à l'intérieur, avec les éléments des 2 personnes qui ont été séparées, les ancêtres répondent. Ils répondent par l'affirmatif, donc par le retour d'affection des 2. Ce n'est pas le charme classique. Le charme classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une énergumène, un imbécile, voudrait avoir une jeune femme qui lui plaît, fût-elle la femme de quelqu'un d'autre, fût-elle une jeune fille qui est moins âgée que lui, ou plus âgée que lui. Alors va vouloir donc avoir son âme et imposer donc cette suprématie sur ça, c'est ce qu'on appelle le charme. Ça, je ne le fais pas. Ça, traditionnellement, mystiquement, on ne le fait pas. Spirituellement, c'est interdit. Mais le fait d'une injustice qu'on doit réparer, une femme, par exemple, dont le mari a été dépossédé par une autre femme, nous faisons ça et nous remettons ça ici. Je voulais simplement vous expliquer pourquoi cet engin-ci se trouve là. C'est ça, c'est un travail de retour d'affection de façon légale. Une femme qui est légalement mariée à l'état civil, religieusement, spirituellement, traditionnellement, ne devrait pas être séparée par une autre femme. Ça, jamais. Séparée de son mari par une autre femme, non. Donc, nous réparons dans l'injustice. C'était pour vous montrer comment on utilise ceci. Alors, cet engin ici, au sommet, c'est la tête qui consolide dans l'esprit traditionnaliste africain la conscience cosmique. Et là, c'est la base. Vous verrez qu'à la base, c'est la terre. Et vous verrez que c'est comme ça que je vais soigner cette jeune dame. Et vous voyez que tout autour, c'est le serpent. Et quand vous remarquez donc avec ceci, vous voyez que c'est le serpent qui a des crochets, le crotal. Et qu'est-ce que veut dire le serpent? Le serpent, en termes spirituels, ne veut pas dire, comme on dit à l'église, ou bien comme on dit dans le christianisme, que le serpent a trompé, le serpent c'est le diable, le serpent a trompé Adam et Ève, ils ont mangé la pomme. Non. Ça, c'est une vision erronée de la chose. Le serpent est un animal sacré dans toutes les traditions du monde entier. D'ailleurs, même il symbolise la puissance et la force intérieure. Alors, les hindous appellent ça la Kundalini.
La Kundalini, c'est quoi? C'est l'espèce de force vibratoire intérieure et intrinsèque qui définit même l'ADN de l'individu. L'acide des oxydes ribonucléiques de l'individu, c'est à travers son serpent intérieur. C'est pour ça justement que vous voyez qu'au lever autour de cet arbre, de ce tronc-là, il y a un serpent. Et ce serpent, donc là, c'est lui le serpent de pouvoir de nos mystères. Or, les mystères du serpent sont très énormes. L'un d'entre eux, vous verrez tout à l'heure quand je vais vouloir exorciser cette dame. D'accord. En attendant, nous vous suivons juste en images. Alors nous revenons, maître, après cette dernière phase, comme vous l'avez dit, la dernière phase au bas de l'arbre de vie. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que la jeune dame est définitivement... Oui, en fait, là, c'est une forme de délivrance. C'est-à-dire que déjà, on a plongé dans une espèce de transe. Et cette transe-là est constitutive à la délivrance. Donc, c'est une forme d'exorcisme. Oui, on n'a rien allumé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, par exemple, de l'encens. On a juste besoin de la faire déposer contre l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie en lui-même est chargé de force et de puissance. Et je veux dire que toutes les fluides magnétiques des ancêtres de tous ceux qui sont passés par là, de tous ceux qui l'ont utilisé depuis 300 ans,
sont justement là. Donc les fluides énergétiques sont là. Ce sont ces fluides énergétiques qui l'ont plongé dans cet état. Ça veut dire qu'il y a une interférence maintenant entre les ondes magnétiques des forces maléfiques qui sont en elle et l'onde magnétique qui dirige et qui oriente le fluide magnétique de l'ensemble des ancêtres qui ont utilisé l'arbre de vie. Et justement, c'est pour ça que vous voyez donc qu'elle est en transe en fait. Et cette transe-là est constitutive à sa libération. Parce que là, on n'a plus rien à faire. On n'a juste qu'à attendre et à laisser tout ce qu'elle fait, toutes les grimaces qu'elle fait, toutes les réactions qu'elle fait là, ce sont justement liées au fluide magnétique de tous les ancêtres qui sont contenus dans cette arbre. En fait, c'est que ce n'est pas les ancêtres qui habitent là. Ils n'habitent pas là. Mais c'est que les fluides magnétiques, au travers des âges qu'ils l'ont utilisé et qu'ils l'ont imprégné dans cet arbre-là, c'est ça qui la rend comme ça. Donc, la bête est agonisante en fait. Quand je dis la bête est agonisante, c'est les esprits maléfiques qui sont en elle, qui font donc justement réagir et agir comme ça. Encore qu'à la première phase, on les a titillés en les dénonçant, en les maquillant et en ouvrant donc, si tu voulais, en les trahissant. Alors cette trahison fait donc maintenant qu'ils vont réagir un peu plus hautement que ça, parce qu'en fait ils sont trahis. Et là, ce sont ces forces maléfiques donc là qui sont en train de faire en souffrance. Cette souffrance donc là, c'est ça qui se répercute avec cette tempête. D'accord, donc actuellement nous n'avons plus qu'à attendre, maître. Oui, c'est-à-dire que là maintenant, quand les forces maléfiques qui sont en elle se seront donc estompées, se seront complètement brûlées, parce que ce sont les fluides énergétiques de continu dans cet arbre de vie qui les brûle. Quand toutes ces forces maléfiques en elles-mêmes auront tout brûlé, alors la jeune fille sera donc complètement libérée. Alors c'est sur ce que prend fin, c'est sur ces images que prend fin cette belle émission. Voilà, cette émission qui a donné trait à cette délivrance. Nous espérons, alors nous pouvons dire avec certitude, bien évidemment, sous les yeux du maître, que cette jeune dame sera finalement délivrée. Non. 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 Non, non, non.